Bien, bonjour. Nous allons corriger les exercices sur le chapitre 8, les transformations chimiques. Alors, premier exercice, le numéro 12. Comme d'habitude, on va commencer par lire l'énoncé et voir ce qui est important de retenir. Donc, on vous dit, la fermentation lactique est un procédé utilisé pour conserver certains types d'aliments, yaourt, fromage, etc. Elle produit, la fermentation produit de l'acide lactique, C3H6O3, à partir du glucose de formule C6H12O6 du lait, grâce à certaines bactéries. Cette formation d'acide fait diminuer le pH du milieu, ce qui ralentit la prolifération de certaines bactéries non désirées. Plus il y a d'acide lactique formé, moins les bactéries sont actives. Alors, première question, quel est le réactif de la réaction? Donc le réactif, c'est ce que l'on a au début. Donc pour trouver la réponse à cette question, il n'y a qu'à retourner dans l'énoncé. On vous dit que la fermentation produit de l'acide lactique à partir du glucose. Donc à partir du glucose, ça veut dire que le glucose, c'est ce que l'on a au début de la réaction. Donc le réactif de la réaction, ici, c'est le glucose. Quel est cette fois-ci maintenant le produit de la réaction? Donc, on vous dit ici que la fermentation produit de l'acide lactique. Donc, l'acide lactique, c'est ce qui est formé. Le produit de la réaction, c'est donc l'acide lactique. Dernière question, écrire l'équation de la réaction. Donc, pour écrire l'équation de la réaction, on va commencer par écrire le ou les réactifs. Donc, ici, on a vu que le réactif, c'était le glucose. Donc le glucose, sa formule c'est C6H12O6. Ce glucose va se transformer en quoi? En acide lactique de formule C3H6O3. On regarde dans l'écriture de cette réaction. On doit retrouver les mêmes éléments au début et à la fin, éléments chimiques. Donc on a bien du carbone, on a bien de l'hydrogène et de l'oxygène. Par contre, si on regarde les quantités de chacun de ces éléments, on constate que là, il y a un souci. 6 carbone, 3 carbone, 12 hydrogène, 6 hydrogène, 6 oxygène, 3 oxygènes. On va donc être amené à rajouter dans cette équation un nombre, un coefficient. Ici, il faudra rajouter un 2. De cette façon, l'équation de la réaction est équilibrée. Si elle n'est pas équilibrée, elle est fausse. On passe au deuxième exercice. Alors, cette fois-ci, on relit l'énoncé. Dans la pile d'Aniel, les ions cuivre 2, donc les ions Cu2+, on vous donne comme information qu'ils sont bleus en solution. Ces ions réagissent avec le zinc, donc le zinc qui est un solide présent sur une électrode. À la fin de la réaction, la solution est encore bleue. Quel est le réactif limitant? Alors le réactif limitant, c'est le réactif qui a totalement disparu une fois que la réaction est terminée. Si on essaye d'écrire l'équation de la réaction, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les ions Cu2+, qui sont en solution aqueuse, qui vont réagir avec le zinc qui est solide pour former quelque chose, mais on ne se pose pas la question pour l'instant de qu'est-ce qui va se former. On a donc deux réactifs, Cu2+ et Zn. La réaction se fait, et à la fin de la réaction, quand elle est terminée, on vous dit que la solution est encore bleue. Ça veut dire qu'il reste dans la solution des ions Cu2+, puisque ce sont eux qui donnent la couleur à la solution. S'il reste des ions Cu2+, et que la réaction s'est terminée, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de zinc dans le milieu réactionnel. Il a été totalement consommé. Le zinc est donc le réactif limitant. Exercice suivant, le numéro 13. Alors, un petit peu plus compliqué, et là il va y avoir des calculs.
on vous dit, on étudie la synthèse de l'aspirine. Donc la synthèse, c'est, on va dire, la fabrication de l'aspirine. Pour ce faire, on insère 100 g d'acide salicylique de formule C7H6O3 en solution et on ajoute 100 g d'anhydride éthanoïque de formule C4H6O3. On obtient alors de l'aspirine de formule C9H8O4 ainsi que de l'acide éthanoïque de formule C2H4O2. Première question, quelle est l'équation de la réaction? Donc on va commencer par écrire les réactifs, ce que l'on a au début. Donc ce que l'on a au début, c'est l'acide salicylique. Donc la formule est donnée dans l'énoncé, C7H6O3 plus cet acide salicylique réagit avec l'anhydride éthanoïque, C4H6O3, pour donner de l'aspirine de formule C9H8O4, ainsi que de l'acide éthanoïque de formule C2H4O2. On peut vérifier, on compare les éléments chimiques présents au début de la réaction et à la fin de la réaction, on retrouve bien les mêmes, carbone, hydrogène et oxygène. Et on peut vérifier en comptant le nombre d'atomes de chaque élément chimique qu'on en a bien autant au début et à la fin. Par exemple, pour le carbone, ici, on a 7 carbones. Ici, on en a 4. 7 et 4, ça fait 11. À la fin de la réaction, j'en ai 9 ici. De là, j'en ai donc 11 aussi. Mon équation, elle est bien équilibrée. On peut vérifier pour l'hydrogène et l'oxygène. On en obtiendra bien le même nombre au début et à la fin. Alors, la question difficile, elle est maintenant. Quel est le réactif limitant? Donc, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, le réactif limitant, c'est celui qui va être totalement consommé une fois que la réaction sera terminée. Pour connaître le réactif limitant, ici, il va falloir calculer la quantité de matière de C7H6O3 au début de la réaction, donc je l'appelle initiale, et la quantité de matière initiale de C4H6O3. On va comparer les deux quantités de matière. Alors, comment faire pour calculer les quantités de matière? On vous informe dans les données en bas d'exercice que 1 mol d'acide salicylique a une masse de 138 grammes. Donc 1 mol, je raisonne pour l'acide salicylique, a une masse de 138 grammes. Or, si je lis l'énoncé, de l'acide salicylique, j'en ai 100 grammes. Donc, pour 100 grammes, combien je vais avoir de mols? On va noter X, ce nombre de mols. On fait un produit en croix. Ça va nous donner 1 fois 100, qui va être égal à 138 fois X. Et on en déduit la valeur de X, qui est égale, donc 1 fois 100, ça fait 100, divisé par 138. Si vous faites l'application numérique, 100 divisé par 138, ça fait 0,725 mol. Donc, de l'acide salicylique, on en a 0,725 mol. Donc l'acide salicylique, c'est C7H6O3. C'est ça, j'en ai 0,725 mol. Je vais faire maintenant le même calcul, mais pour l'autre réactif, l'anhydride éthanoïque. Donc, j'efface ce petit calcul. Voilà. Et je recommence. Donc, on me dit ici que l'anhydride éthanoïque a une masse 1 mol
d'anhydride éthanoïque a une masse de 102 grammes. Donc une mole a une masse de 102 grammes. Et nous, on nous dit dans l'énoncé que de l'anhydride éthanoïque, on en a 100 grammes. 100 grammes, ça va correspondre à un nombre petit x de mol. On fait le même calcul que précédemment, un produit en croix, une règle de proportionnalité, et on trouve ici que x, je vous laisse le faire, ça fait 0,980 mol. Donc, de l'anhydride éthanoïque, on en a 0,980 mol. On compare ces deux nombres de mol, 0,725 et 0,980. Et on cherche quel est le plus petit. Le plus petit, c'est 0,725. Donc, je mets une inégalité. Et le réactif limitant, c'est celui ici qui va être introduit avec la quantité de matière la plus petite. Ça sera donc C7H6O3, c'est-à-dire l'acide salicylique. Alors, attention, la méthode que je vous ai présentée là n'est vraie que parce que dans l'équation de la réaction, les coefficients, donc je vais les rajouter ici d'une autre couleur, en rouge, les coefficients qui interviennent devant chacun des réactifs sont égaux à 1. Si jamais ils ne sont pas égaux à 1, toute cette partie-là est légèrement modifiée. On le fera un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus compliqué. On le verra dans un autre exercice. On passe à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, c'est le numéro 14. Alors, on vous dit que la synthèse de l'ammoniac se produit selon cette équation non ajustée. Donc non ajustée, ça veut dire que très probablement, il va falloir rajouter des coefficients pour avoir le bon nombre d'éléments chimiques au début, en tout cas le même au début et à la fin. Donc je vais réécrire cette équation, N2, gazeux, le diazote, qui réagit avec le dihydrogène, gazeux, pour former de l'ammoniac, NH3, lui aussi gazeux. Alors, si on regarde, 2 atomes d'azote, 1 atome d'azote, 2 atomes d'hydrogène, 3 atomes d'hydrogène. Donc effectivement, on voit bien qu'on a les mêmes éléments chimiques au début et à la fin, parmi les réactifs et parmi les produits, mais par contre, on n'en a pas la même quantité. Donc l'équation, elle est fausse. Donc, on va rajouter des coefficients. Donc ce qu'on va dire, c'est que dans N2, j'ai 2 atomes d'azote. Dans NH3, j'en ai qu'un. Donc je vais mettre un 2 ici. Ça me fait bien azote 2 à droite, 2 à gauche. Sauf que si je mets un 2 ici, je vais modifier le nombre d'atomes d'hydrogène. Dans NH3, il y a 3 hydrogènes. Si j'en prends 2, ça m'en fait 6. Je vais donc rajouter un 3 ici. Et là, vous pouvez vérifier, l'équation, elle est bien équilibrée. Question suivante. On se place dans les proportions stoïchiométriques. Alors, les proportions stoïchiométriques, on ne l'a pas abordé dans le cours. C'est le cas où il n'y a aucun réactif en excès ni en défaut. Il n'y a pas de réactif limitant. Une fois que la réaction elle est terminée, les deux réactifs ont été totalement consommés. Alors, si on a une mole de diazote, une mole, combien faudra-t-il de dihydrogène? Eh bien, on regarde l'équation de la réaction. Je vous rappelle que quand dans l'équation de la réaction, il n'y a pas de coefficient décrit, c'est sous-entendu que le coefficient il est égal à 1. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le nombre de molécules de dihydrogène qui réagit est 3 fois plus grand que le nombre de moles de molécules de diazote qui réagit. Donc si j'ai une mole de diazote qui réagit, j'aurai 3 moles de dihydrogène qui réagissent. En moles, la quantité de dihydrogène est toujours 3 fois plus grande que la quantité de diazote. Ou, ce qui revient au même, toujours en raisonnant en moles, la quantité de diazote qui réagit
est toujours 3 fois plus petite que la quantité de dihydrogène qui va réagir. Donc maintenant, si j'ai 1 mol de dihydrogène qui réagit, combien j'aurai de moles de diazote qui réagiront? 3 fois moins, donc 1/3, c'est-à-dire 0,33. Si j'ai 8 moles de dihydrogène qui réagissent, combien est-ce que j'aurai de moles de diazote? 3 fois moins, donc 8 divisé par 3, ça fait 2,67. Et si j'ai 5 moles de diazote qui réagissent, j'en aurai 3 fois plus de dihydrogène, ce qui fera 15. On passe à l'exercice suivant, le numéro 9. Alors, lorsqu'on dissout le chlorure de sodium dans de l'eau, la température du système s'abaisse. Donc, elle diminue. Comment qualifie-t-on cette transformation? Eh bien, si la température diminue, c'est que la transformation, elle est tout simplement, un mot que vous connaissez, endothermique. Un petit rappel, si jamais la température avait augmenté, la réaction aurait été exothermique. Et si la température n'avait ni augmenté ni diminué, elle reste constante, à ce moment-là, la réaction, la transformation est athermique. On termine par le numéro 10. Alors, on lit l'énoncé, là il y a des choses importantes. On va étudier la combustion du propane de formule C3H8 dans le dioxygène. Et on vous dit que de l'eau et du dioxyde de carbone se forment. Donc, première question, écrire l'équation de la réaction. J'écris déjà les réactifs. Le propane, C3H8, réagit avec le dioxygène, O2, pour former de l'eau et du dioxyde de carbone. Là, j'ai utilisé les informations qui sont dans l'énoncé. Si on vérifie, on a bien les mêmes éléments chimiques dans les réactifs, carbone, hydrogène, oxygène, et parmi les produits, carbone, oxygène, hydrogène. Le problème, c'est au niveau des quantités. Donc, on va être amené à rajouter, comme on l'a déjà fait précédemment, des coefficients. Alors, je vais commencer par le carbone. Ici, je vois que dans le propane, il y a 3 carbones. Dans l'eau, il n'y a pas de carbone. Donc, si je veux dans mes produits 3 carbones, devant CO2, je vais rajouter le coefficient 3. Si je regarde maintenant l'hydrogène. L'hydrogène dans le propane, j'en ai 8. Il m'en faut donc 8 dans les produits. Or, l'hydrogène, je ne le trouve que dans l'eau. Et dans l'eau, il y en a 2. Je vais donc prendre 4 molécules d'eau. Je regarde maintenant l'oxygène. Si je prends 4 molécules d'eau, ça me fait 4 oxygènes. Si je prends 3 molécules de CO2, ça me fait 3 fois 2, 6 oxygènes. Donc, dans les produits, je vais avoir 10 oxygènes. Il m'en faut 10 dans les réactifs. Dans C3H8, il n'y en a pas. Dans O2, il y en a 2. Il m'en faut 10. Je vais rajouter le coefficient 5 devant. Il n'y a pas d'ordre vraiment à respecter quand on équilibre une équation de réaction. Juste un petit conseil, une fois que vous avez écrit l'équation de la réaction, avant de rajouter les coefficients, vous regardez si dans cette équation, il y a une molécule qui ne renferme qu'un élément chimique. Par exemple ici, c'est le dioxygène qui ne renferme que de l'oxygène. Eh bien, quand vous allez équilibrer, vous terminerez par l'oxygène. Ça sera plus simple. Deuxième question, il y a échauffement du système. Échauffement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur de la température va augmenter. Est-ce une transformation endothermique ou exothermique? Eh bien, puisque la température augmente, c'est une transformation exothermique.
Voilà, on termine comme ça la correction des exercices sur les transformations chimiques.